précisions, alors que la guerre en Iran entre dans sa 3e semaine, que les deux camps semblent plus belliqueux que jamais, le régime iranien résiste et la question de l'après divise la population et la diaspora, avec d'un côté les pro-royalistes qui soutiennent le fils du Shah, Reza Pahlavi, et de l'autre les républicains. Pour en débattre, nous sommes avec San Saber. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, et à la Cour pénale internationale. Vous êtes aussi le porte-parole du collectif franco-iranien Vakilan, qui réunit donc des avocats franco-iraniens. Et nous sommes en direct de Bruxelles. Majid Golpour, bonsoir. Vous êtes sociologue. Merci à vous deux d'être là ce soir dans 64 minutes. Vous êtes évidemment tous les deux d'origine iranienne. Alors avant de vous entendre, nous allons écouter des Iraniens qui vivent à Téhéran et voici comment ils vivent cette guerre. Au début, il y a eu un peu de stress. En l'espace de quelques jours, la vie a progressivement repris son cours et l'ambiance au travail est revenue à la normale. Nous vivrons dans des conditions normales. Nous n'avons pas quitté Téhéran et nous ne l'abandonnerons jamais. Nous sommes ici et jusqu'à notre dernier souffle, nous nous battrons pour notre pays et notre nation. Chaque jour, nous avons peur. Chaque jour, nous venons travailler avec la peur au ventre. Et quand nous voulons dire au revoir à nos parents, nous les serrons très fort dans nos bras, car il se peut que nous ne revenions pas. 15e jour de guerre, 15e jour de bombardement sur Téhéran et sur le reste du pays. Et pourtant, le régime tient. Vous êtes surpris, déçu ? Je ne sais pas si c'est dans ces termes qu'il faut aborder la question. On est naturellement très préoccupé par les conséquences de la guerre, mais en même temps, cette intervention constitue aujourd'hui le seul espoir pour le renversement de ce régime qui a montré sa capacité à opposer une répression implacable contre la population. Malgré les milliers de morts, malgré les destructions, pour vous, c'était une solution... c'était la seule solution ? Vous savez, jusqu'avant la répression du mois de janvier, je pense qu'il y avait une unanimité au sein de toute l'opposition, quelle que soit la couleur des familles politiques de l'opposition, c'était le refus de toute intervention militaire en Iran. Mais la façon dont la République islamique a réagi à des manifestations qui sont légitimes, à des manifestations qui ont commencé d'abord avec les grèves du bazar et qui se sont étendues à l'ensemble des couches de la société et qui ont ajouté à cela toutes les revendications du pays, eh bien, cette répression a rendu nécessaire une intervention militaire. Alors évidemment, on est toujours très inquiet sur la façon dont cette intervention peut se dérouler et quels sont les objectifs précis. On est naturellement préoccupé aussi par la suite politique et on s'interroge beaucoup. Justement, on va y revenir. Mais je voudrais me tourner donc vers Majid Golpour. Est-ce que pour vous, c'était la seule façon de faire tomber le régime ? Parce que même Donald Trump, il ne semble plus aussi sûr. Absolument. M. Trump n'a pas vraiment une vision unifiante de cette guerre. Tantôt, il refuse même avoir des pourparlers avec les Nations Unies. D'autre côté, il invite maintenant des pays comme la France de se joindre à la guerre. Bon, laissons M. Trump de côté, mais M. Netanyahu, apparemment, il a un objectif très clair, avoué et inavoué. Il cherche on peut dire, respecter et louer sa vision de guerre permanente dans la région. Mais voilà, on est là, il a imposé. Effectivement, la République islamique a causé, a préparé les conditions pour une confrontation, mais M. Netanyahu a voulu, il continue, il bat la guerre. J'espère que cette guerre est plus centrée sur la République islamique que sur les Iraniens. Oui, effectivement. Alors, on va revenir effectivement sur l'après. Pour l'instant, on l'a dit, le régime tient. Il y a encore du soutien d'une certaine partie de la population. On a vu beaucoup de manifestations, notamment hier, pour soutenir le régime en place, malgré les bombardements. D'autres rêvent d'un changement de régime. Alors, qui pour prendre le pouvoir ? Un homme s'est imposé sur le terrain médiatique. Il s'agit de Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran. Il était encore hier à Paris, où il a rencontré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Son nom est loin de faire l'unanimité. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour vous, Saben Saber ? Écoutez, personne ne fait jamais l'unanimité et en démocratie, heureusement qu'il n'y a pas d'unanimité. Il est important pour ceux qui d'ailleurs constituent la majorité de prendre en considération ceux qui représentent la minorité. Mais aujourd'hui, il a une histoire, il a un héritage et l'ensemble des opposants savent aussi qu'il a un long combat derrière lui. Nous, on le découvre son nom aujourd'hui. a émergé là, mais avant...
On en parlait très peu. Alors, on n'en parlait peut-être pas beaucoup ici sur les plateaux, on n'en parlait peut-être pas beaucoup en Occident, mais depuis quand même de très nombreuses années, il est présent sur les chaînes de la diaspora, il est présent dans les débats et il a engagé de très très nombreuses initiatives. Donc les opposants le connaissent. Alors, ils sont favorables à sa personne et à son projet, d'autres ne sont pas favorables, c'est tout à fait normal. On est dans un cadre démocratique, mais il n'a pas émergé, je reprends l'expression qu'un de vos confrères m'a dit sur un plateau une fois, on ne l'a pas sorti d'un chapeau. Il est connu des rangs de l'opposition depuis très longtemps et son projet démocratique et laïque est un projet qui a mûri depuis de nombreuses années. Voilà, il ne fait pas l'unanimité, on l'a encore dit, et même Donald Trump n'a pas l'air très convaincu, mais on va y revenir. Majid Golpour, sur effectivement, est-ce que Reza Pahlavi est l'homme de la situation selon vous? Écoutez, d'abord, oui, si on parle de la transition, il s'est proposé, il est l'homme qui assure la transaction avec, effectivement, M. Netanyahou pour assurer la transition sur le plan sécuritaire. On n'est pas là pour une transition sociétale, c'est-à-dire une transition avant le renversement du régime qui nécessite beaucoup de pourparlers, des négociations, des plateformes de la société civile iranienne, des autres partis politiques. Il n'est pas, pour l'instant, je ne sais pas s'il n'a pas de temps, je le connais depuis un certain temps, au moins 30 ans, il n'a pas eu assez de temps peut-être sur cet agenda de mener la transition politique et sociétale des pourparlers, des accords ou des accords avec la société civile iranienne. Et c'est là qui est, à mon sens, le talon d'Achille. Parce qu'aujourd'hui ou après... Excusez-moi, il est donc pas assez connu en Iran par la population iranienne. Il est plus connu par la diaspora. Non, mais ne cherchez pas midi à 14 heures. C'est un homme qui, depuis 47 ans, il mène une opposition au sein de la population iranienne à l'étranger contre le régime de la République islamique. Mais en tant qu'option politique dominante qui propose et qui impose, il n'est pas encore à ce point on peut dire, d'apogée pour représenter l'opposition, parce qu'il n'a pas négocié avec les républicains, avec la société civile. En Iran, nous avons au moins 55 000 prisonniers politiques, ils ont des représentants, on a des journalistes, des artistes, des scientifiques, toutes ces personnes, ils doivent être représentés et négocier cette transition avec Reza Pahlavi. Alors on va écouter Reza Pahlavi parce qu'il communique beaucoup, il a lancé un appel, on a lancé beaucoup, mais notamment envers les minorités. Je vous assure que je mettrai tout en œuvre pour qu'un Iran libre, doté d'un gouvernement fondé sur la séparation de la religion et de l'État, ancré dans l'état de droit et l'égalité des citoyens, vous permette de ne plus subir de discrimination. Vous pourrez, comme tous les autres Iraniens, vivre librement tout en préservant votre identité et bénéficier de manière juste et équitable des bienfaits d'un Iran libéré. Saound Saber, effectivement, c'est ça le problème, c'est effectivement qu'il essaye de réunir tout le monde et c'est compliqué en Iran. On l'a vu, hein, il y a beaucoup de communautés azaries, kurdes et j'en passe. Vous savez, on a ici une lecture de l'Iran qui est un peu semblable à celle de l'Irak ou de la Syrie ou de l'Afghanistan. On n'a pas autant de problèmes que dans ces pays-là en Iran. Alors évidemment, la République islamique a tout fait pour diviser les Iraniens sur des bases ethniques, sur des bases religieuses, sur des bases confessionnelles. Mais le message de Reza Pahlavi vise à dire qu'il n'y aura pas par la suite, si lui, en tout cas, a la confiance de la population, il n'y aura pas de politique de discrimination. Il y aura une politique unitaire. Parce que pour lui, cette question, elle est fondamentale. Et elle rejoint un autre point qui est pour lui tout aussi fondamental, c'est celui de l'intégrité territoriale de l'Iran, qui a pu être mise à mal par des groupes séparatistes, souvent très très minoritaires. Mais lui rappelle que toutes les injustices et les frustrations que la République islamique a fait naître au sein de ces communautés, eh bien lui, il luttera justement contre cette politique-là. Alors parfois, on dit que c'est aussi un candidat sous influence, notamment israélienne, parce qu'il a beaucoup communiqué, on le répète, et une enquête conjointe des quotidiens israéliens Haaretz et The Marker, corroborée par un rapport du Citizen Lab, qui est un laboratoire interdisciplinaire de l'Université de Toronto, met en avant l'existence de cette vaste campagne d'influence israélienne en langue persane pour promouvoir Reza Pahlavi. D'ailleurs, on va le voir, Reza Pahlavi, en compagnie de la ministre de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie d'Israël. Est-ce que ça peut se retourner contre lui? Je vous pose la question à vous, Majid Golpour. Est-ce que vous comprenez cette collusion? Écoutez, vous avez raison. En ce moment, nous avons deux choses. Déjà, on a une guerre à trois vitesses. La vitesse de M. Netanyahou est très imposante.
Et cette vitesse s'appuie plus sur le réseau sécuritaire et des renseignements d'Israël. Effectivement, que Prince Pahlavi se retrouve uniquement comme dans partenariat avec M. Netanyahou, qui déjà, il n'est pas un homme sans tâche, et aussi dans la région, il n'active pas ses réseaux diplomatiques, et surtout, comme votre invité disait, on a des minorités, on a des autres, on peut dire, représentations sociales de la société iranienne. Toutes ces personnes ont besoin aujourd'hui, mais pas demain, aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec Reza Pahlavi. Et c'est pourquoi, sur le plan, à mon sens, régional, il n'est pas très bien représenté. Ne serait-ce qu'il est à Paris, pourquoi il n'active pas ses réseaux diplomatiques avec les Européennes? C'est un homme de la démocratie, il peut très facilement mettre en avant ces programmes qui aujourd'hui peut apporter M. Zelensky, mais aussi M. Macron et d'autres représentants de l'Europe. Je crois qu'il y a un problème et peut-être un malaise imposé par Israël pour ne pas ouvrir ce champ de on peut appeler ça diplomatie. Alors, Sahand Saber veut répondre, parce que c'est vrai qu'il y a eu des témoignages aussi dans le journal Le Monde, avec des personnalités de la diaspora en France, de gauche, qui disent qu'ils sont menacés de mort par les pro-royalistes. Pourquoi il y a toute cette tension? Est-ce que c'est lié effectivement à ces liens entre Benyamin Netanyahou, enfin en tout cas Israël et Reza Pahlavi? D'abord, je voudrais rappeler une chose qui est importante. C'est que Reza Pahlavi a tout fait en Europe et il continue de tout faire pour essayer d'entrer en contact avec les gouvernements, avec les chefs d'État. La porte, pour l'instant, lui est fermée. Iran, justement, là. Pardon ? Est-ce qu'il envisage d'aller en Iran? Est-ce qu'il a des contacts avec des Iraniens, d'autres Il est certain que tant que le régime n'aura pas chuté, il ne pourra pas aller en Iran. Sinon, c'est sa propre vie qui serait mise en péril. Mais il fait tous ses efforts. Et d'ailleurs, les rencontres avec Volodymyr Zelensky montrent qu'il y a progressivement, puisque c'est la deuxième fois en 3 semaines qu'il rencontre Zelensky, il y a comme un axe entre Kiev et l'opposition iranienne qui se dessine. Oui, mais pourquoi pas plus de contact avec des opposants iraniens? C'est peut-être là le problème. Il est très en contact avec des personnalités. Il a beaucoup de contacts et toutes les semaines, il publie d'ailleurs sur les réseaux sociaux les rencontres et les conclusions des rencontres qu'il a avec des opposants. Alors vous vous doutez bien que les opposants qui sont en Iran, il va pas en révéler l'identité. Non, mais il y en a d'autres qui sont en France, aux États-Unis. On les voit. Moi, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux. Il a reçu encore la semaine dernière des représentants de différentes ethnies iraniennes. Que ça va des Arabes d'Iran jusqu'aux Lors, jusqu'aux Azaris, jusqu'aux Kurdes. Il a rencontré de grands écrivains, de grands intellectuels de gauche qui ont effectivement apporté leur soutien à Reza Pahlavi. Donc ce travail est en train de se faire. Et il se fait depuis longtemps. Mais effectivement, on a aujourd'hui des gens qui publiquement acceptent aussi de poser à côté de lui. Alors Majid Golpour, juste on va terminer avec une autre figure iranienne, la prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi. Elle pourrait incarner cette opposition parce que les Républicains, c'est peut-être ça leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de figure. Je dois apporter une correction peut-être aussi pour vos questions que réponses. Quand vous parlez de leadership des peuples d'Iran, il faut parler d'une espèce de leadership collectif. Il n'y a pas seulement une femme ou un homme qui va incarner toutes ces populations et toutes ces variétés et multitudes de représentations que nous avons en Iran. Effectivement, le problème, ce n'est pas des contacts avec les opposants à l'étranger. Le problème, c'est d'avoir une charte, un programme très clair en plusieurs points avant le renversement, quels sont les points d'accord sur lesquels on peut converger les énergies et les forces pour renverser ce régime. Effectivement. C'est l'appel que vous lancez à Reza Pahlavi. Voilà, une charte bien précise et vraiment, voilà. Bien précis pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, et que les gens signent, y compris Mme Mohammadi en prison en Iran. Merci infiniment à vous deux d'avoir participé à ce débat.